à Washington. Donald Trump qui indiquait que c'était un grand honneur de parler avec le président colombien. Pour vous remettre ces derniers jours, Donald Trump avait accusé le président colombien d'être un malade et que la Colombie était un pays malade. Il avait indiqué qu'une intervention militaire américaine sur le sol colombien pouvait être une bonne idée, ce à quoi le président Petro avait répondu qu'il serait prêt à reprendre les armes. Le ton semble avoir donc tout à fait changé entre les deux hommes. Autre information importante à retenir de ce discours de Gustavo Petro hier à Bogota, c'est qu'il s'est entretenu avec la présidente par intérim vénézuélienne Delcy Rodríguez et qu'il a proposé de jouer l'entremetteur avec Donald Trump pour en quelque sorte sortir de cette crise régionale. Dans les colonnes du New York Times, notez aussi ce bilan communiqué par Caracas, cette attaque, cette incursion américaine et les bombardements qui avaient précédé l'enlèvement de Nicolas Maduro ont coûté la vie à au moins 100 personnes. Et on défend dans les instances compétentes ce qu'on a toujours fait. Le droit international, la souveraineté des États, ce en quoi nous croyons. Et l'une des choses que nous voulons faire avec les pays du G7 qui voudront y participer, mais surtout avec tous les grands émergents qui veulent le faire, et qui sont au fond les perdants actuels de la gouvernance internationale et du fonctionnement de l'ONU, c'est d'ensemble essayer enfin de faire cette réforme de la gouvernance mondiale que nous devons bâtir. Sinon, ce sera la fragmentation du monde. Poignardé, il n'a pas survécu, annonce faite par l'agence Farce. Et puis un homme, une figure, appelle la foule à rester mobilisée dans la rue. Le fils de l'ancien Shah d'Iran, aujourd'hui exilé aux États-Unis. Alors qui est-il? Que cherche-t-il? Qu'incarne-t-il aujourd'hui auprès de ces manifestants? Élément de réponse tout de suite avec Ludovic de Foucault. Pahlavi, du nom de la dernière dynastie ayant régné pendant 54 ans sur l'Iran avant d'être déposé par l'avènement de la République islamique en 1979. La révolution pousse la famille royale à l'exil. Le fils du Shah a 13 ans et depuis Washington, il était... Qui me connaissent, qui ont lu mes livres et qui ont écouté mes discours le savent très bien. La seule mission que je me suis donnée, c'est celle d'aider mes compatriotes à travers une phase de transition qui permettra enfin de déposer un bulletin de vote pour choisir leur mode de gouvernement. Les frappes ne visent pas le peuple iranien. Elles visent à neutraliser la menace que représente le régime. Je ne crois pas que c'était l'intention du gouvernement israélien d'attaquer les civils iraniens. Partage avec la rue de son pays le même espoir de voir un jour tomber la République islamique d'Iran. Ces forces gouvernementales syriennes encerclent les quartiers de Cher Maksoud et Ashrafieh. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée a bombardé ces zones contrôlées par des combattants pro-kurdes en périphérie d'Alep. Les habitants de ces quartiers ont fui par milliers. Certains ont trouvé refuge dans cette mosquée. Nous vivons dans le quartier d'Ashrafieh. Nous avons vraiment souffert cette nuit avec les combats et les bombardements. Nous n'avions pas d'autre solution que de partir. Que pouvons-nous faire? Le gouvernement syrien demande le départ des combattants kurdes de ces quartiers. Les unités pro-kurdes des FDS, qui disent pourtant s'être retirées de la ville, dénoncent un siège qui pourrait, selon elles, replonger la Syrie dans une guerre. Nous appelons tous les acteurs à désamorcer immédiatement la situation et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux dommages aux civils. Nous continuons d'encourager toutes les parties à faire preuve de souplesse et de bonne volonté, tant sur le plan militaire que politique, et à reprendre rapidement les négociations afin de mettre pleinement en œuvre l'accord du 10 mars. Les combats de cette semaine sont les plus violents entre les forces gouvernementales et kurdes depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024. Sous ces avions de chasse français et belges, la zone stratégique de la mer Noire. Cette mer borde notamment le sud de l'Ukraine, de la Roumanie et la Russie. Dès qu'on passe avec Bucarest, on demandera à ravitailler avec les coordonnées. Les alliés européens de l'OTAN patrouillent ici depuis longtemps. Mais depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, et face également au signalement de brouillage GPS par plusieurs pays qui soupçonnent la Russie, ces missions ont pris une autre dimension. On a besoin de savoir ce qui se passe dans les eaux internationales de la mer Noire, comme le font probablement tout un tas de nations et nos compétiteurs russes également. Des opérations stratégiques pour renforcer la présence de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe,
et recueillir du renseignement. Alors le ciel est à tout le monde en termes de droit international, ça c'est sûr. Une partie de notre mission aujourd'hui c'est de le garantir, l'union faisant la force, nos intérêts étant communs et les matériels étant aussi souvent très compatibles. Ces missions s'articulent assez naturellement, j'ai envie de dire, avec un format OTAN, où nous agissons ensemble dans les mêmes objectifs. Aujourd'hui, en l'occurrence avec nos alliés belges et anglais. Pour pouvoir accomplir ces missions de plusieurs heures, ces avions ont besoin de carburant. Dans 20 minutes, nous arriverons sur zone pour notre séquence de ravitaillement. Donc on commencera, je te rappelle, par les Rafales. Nous demanderons 5 tonnes 5 chacun. C'est là qu'intervient le MRTT, un appareil militaire dont une des principales fonctions est de ravitailler les avions en vol. Le chasseur il va avoir une autonomie entre 1h30 et 2 heures de vol. Donc là, on a fait plus de 4 heures de vol pour venir sur la zone d'opération. Donc c'est vrai que sans nous, il ne peut pas venir jusqu'ici. Lors d'une phase de ravitaillement, tout se joue à quelques millimètres. Un moment d'intense concentration pour l'adjudant Clément, sur qui repose l'essentiel de la manœuvre. Tout à fait, le risque principal, c'est la collision entre les avions. Parce que voilà, on nous apprend tout le temps de ne pas être trop proche de deux avions. C'est beaucoup de pression, mais avec beaucoup d'entraînement, tout se passe bien. Retour sur la base aérienne d'Istres, dans le sud de la France, après plus de 7 heures de vol. Pour le colonel Gay, ces missions sont indispensables. L'un des grands enjeux aujourd'hui, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, c'est de renforcer la protection du ciel de l'OTAN en exécutant des patrouilles pour surveiller, détecter et éventuellement intervenir en interdisant le passage ou en supprimant la menace, une menace qui pourrait avoir passé les frontières de l'OTAN. En 2025, les alliés de l'OTAN ont réalisé 4 vols conjoints dans cette zone de la mer Noire.